Épreuves du bac session de juin 2023 démarrent ce lundi. Ils sont au total 212 862 candidats répartis entre 480 centres. Déjà, toutes les dispositions sont prises pour la bonne tenue de ces épreuves. La chronique culture nous amène ce soir à la découverte du Koteba, une forme traditionnelle du théâtre qui existe en milieu bambara depuis la nuit des temps, à découvrir dans cette édition. Les Aigles du Mali sont depuis hier à Brazzaville. Ils ont rendez-vous ce dimanche avec les Diables Rouges du Congo et c'est là au compte de la 5e et avant-dernière journée des éliminatoires de la CAN 2023 à suivre dans ce journal. Merci d'avoir choisi ORTM2 pour vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. C'est ce lundi que démarrent les épreuves du bac session de juin 2023. Ils sont au total 212 862 candidats répartis entre 480 centres. Pour le bon déroulement des épreuves, toutes les dispositions sont déjà prises. Pour ce qui concerne notamment la lutte contre la fraude, elle est élargie cette année aux sacs d'écoliers qui doivent rester en dehors de la cour. Aussi, les enseignants sont tenus de déposer leur téléphone au secrétariat avant d'aller en salle. Tout contrevenant aux mesures édictées devra répondre de son acte. Le directeur du Centre national des examens et concours nous donne plus de détails. Mahamadou Keita est au micro de Tchemoko Konati. Pour le baccalauréat général, nous présentons cette année 209 814 candidats qui sont répartis entre 465 centres. Pour le baccalauréat technique, nous présentons 2880 candidats répartis entre 14 centres d'examen. Et pour le baccalauréat professionnel, nous présentons 168 candidats dans un centre unique. Les décisions portant nomination des présidents et vice-présidents des centres sont disponibles. Les décisions désignant les membres des jurys de surveillance aussi sont disponibles. Tout le matériel est sur place dans les différentes académies, de même que les confidentiels. Depuis sa prise de fonction en 2021, Madame la ministre de l'Éducation nationale a fait de la lutte contre la fraude son cheval de bataille. L'année dernière, on avait dit les téléphones. Cette année, elle a élargi au sac d'écoliers. Nous avons instruit à toutes les académies d'enseignement de faire en sorte que dans les jurys de surveillance, qu'on ait des enseignantes ou bien des surveillantes qui vont procéder à la fouille des candidates. À défaut, parmi les forces de l'ordre, nous avons des femmes, les policiers ou les gardes peuvent bel et bien procéder à la fouille des candidates. Mais ce ne serait pas le sexe opposé qui va procéder à la fouille. Tout ce qui rentre dans le cadre du non-respect de la dignité de la candidate est sanctionné. Les surveillants n'auront pas droit à leur téléphone dans les salles d'examen. Dans cette décision, elle prévoit des poursuites judiciaires contre tout contrevenant à cette disposition. Un examen de fin d'année est synonyme de stress pour bon nombre de candidats. À peine certains arrivent à bénéficier d'un sommeil paisible. Au même moment, d'autres parviennent à fournir le maximum d'efforts pour maintenir l'équilibre des réactions dans ce reportage signé Kounandi Bamani. Un examen n'est jamais facile, même si le candidat a passé toute l'année à les préparer. Une fois dans la salle, le stress s'invite. Des sujets souvent abordables perturbent les candidats. Je suis un peu stressée parce que je ne sais pas si je vais passer ou pas, mais quand même je fais de mon mieux. Et puis encore, les surveillants sont un peu durs, et puis encore, on n'a pas l'accès à nos affaires. On a passé la première épreuve, ça a été comme nous l'avons prévu. Bien vrai que ce n'est pas notre première fois, mais dès qu'on annonce qu'il y a des examens, seulement tu seras un peu stressé. Au dire des candidats que nous avons rencontrés, les sujets étaient à leur portée malgré une surveillance rigide. Pour aujourd'hui, ça s'est bien passé.
Bon, les sujets étaient abordables à notre. La surveillance a été, mais c'était un peu dur. Les examens, quand même, ça débute bien, mais comme ce sont les examens, bon, on ne peut pas trop parler, quoi. C'est les examens, c'est toute une année de travail. C'est par rapport à ça que nous sommes un peu stressés. Par rapport aux autres années, quand même, cette année, la surveillance, elle est un peu dure. Hein. Contrairement aux autres candidats, ces intervenants se disent sereins et attendent les résultats. Alors moi, je suis serein, ça va très bien. Le sujet d'aujourd'hui, il était abordable. C'est juste quelques compréhensions seulement. Vraiment, ça a été un peu abordable parce que j'ai dépassé le milieu de la moyenne, quoi. Si la surveillance a été dure, parce que là, même pour se retourner, on ne pouvait pas. Donc là, on était d'un coup stressés aussi. Mais ça va quand même, on a fait de notre mieux. Nos interlocuteurs invitent les autres candidats à ne compter que sur leurs propres efforts, tout en leur souhaitant une bonne chance. Le mémoire est un document que produit tout étudiant en fin de cycle pour prétendre obtenir son diplôme. La réalisation de ce document nécessite des recherches scientifiques, recherches qui donnent très souvent du fil à retordre à l'étudiant, du choix de la thématique au dépôt du document finalisé, en passant par la recherche des ressources d'information. C'est tout un ensemble de gymnastique. Lala Diahara Touré nous en parle. Les mémoires est un document qui sanctionne la fin du cycle master dans les systèmes LMD, licence, master, doctorat. La rédaction du mémoire est un travail de recherche scientifique qui répond à des normes préétablies ou encore à une méthodologie. Ce travail débute d'abord par le choix d'un thème ou d'un sujet dans les domaines de prédilection de l'étudiant, autrement dit, la spécialité dans laquelle l'étudiant a fait ses études supérieures. Le choix du sujet n'est pas hasardeux, car le sujet choisi par l'étudiant doit être non seulement pertinent, mais aussi réalisable. Il est élaboré sous la supervision d'un professeur spécialiste dans le domaine du thème choisi par l'étudiant. Il est appelé directeur de mémoire. D'accord. Déjà, ce travail, c'est un travail vraiment de complémentarité à plusieurs niveaux entre l'encadré et l'encadreur. Déjà, le choix du sujet, donc l'étudiant fait le choix du sujet, il vient, le rôle de l'encadré, ce serait de recadrer. Parfois, le sujet est trop vaste, c'est trop large, le rôle de l'encadré serait amené de recadrer le sujet. Maintenant, parlant de la méthodologie, c'est vraiment, pour moi, l'aspect scientifique du travail est déterminé par la méthodologie qui a été adoptée. Cependant, certaines difficultés sont inhérentes à l'élaboration de ce document, notamment le problème d'accès à des ouvrages, mais également l'indisponibilité de certains directeurs de mémoire ou encadreurs. Déjà, il faut comprendre que les difficultés sont à deux niveaux. Un, au niveau des encadreurs, il faut avoir le courage de le dire, et également au niveau des étudiants. Les encadreurs, pour la plupart, parfois, ne sont pas très disponibles. Et il y a une paresse chez les étudiants. Nous rencontrons des difficultés, c'est à deux niveaux. Le premier, c'est au niveau des encadreurs ainsi que le directeur. Les encadreurs ainsi que les directeurs, ils n'ont pas de temps, leur indisponibilité. Ça joue beaucoup sur nous. On peut rencontrer comme difficulté la réticence de certains responsables à nous fournir en profondeur les informations dont nous recherchons. Tout comme le mémoire, la thèse répond également aux mêmes critères. La seule nuance est que la thèse est beaucoup plus élargie que le mémoire. Pour faire une thèse, la logique voudrait qu'on fasse des recherches sur une thématique pendant au minimum 3 ans. Il faudrait d'ailleurs que le doctorant ait ce qu'on appelle l'acceptation d'un directeur de thèse. Parce qu'il faut d'abord choisir une problématique et il faut mener des enquêtes, autrement dit établir des questionnaires ou des grilles d'observation, des grilles d'entretien pour aller rencontrer les acteurs. À la suite des réponses obtenues, on revient pour faire ce qu'on appelle les interprétations et les discussions. Des difficultés, j'en ai rencontré plein, mais c'est des difficultés que j'ai surmontées parce qu'il faudrait les surmonter si on veut arriver à des vrais résultats. Ces difficultés ont été d'ordre, je dirais, matériel, sécuritaire et même
financier parce que ça n'a pas été évident d'aller au contact des acteurs que je voulais enquêter au début. Donc j'ai été quand même confronté à des réticences de la part de certains administrateurs qui n'étaient pas assez en collaboration avec moi pour recevoir les informations, recueillir les informations dont j'avais besoin pour traiter la problématique. Ces documents sont soumis à l'appréciation d'un jury composé de professeurs expérimentés qui, dans leur majorité, approuvent le contenu du document ou le rejettent. Pour beaucoup d'étudiants, dès qu'ils arrivent à la phase finale, c'est là où ils commencent à desserrer la ceinture. C'est en ce moment-là ils vont aller vers d'autres petits boulots à côté parce que maintenant ils se disent que c'est fini. Et c'est là où ils vont dans le copier-coller, dans le plagiarisme, pour être plus exact. Et c'est ça le terme exact. Ils vont prendre des anciennes mémoires qu'ils vont copier-coller, qu'ils vont ramener et ça pose problème. À l'issue de la soutenance, le jury délibère et attribue une appréciation à l'étudiant, expliquant la note obtenue par celui-ci. Mais il est malheureux de constater que nombreux sont les étudiants qui peinent à élaborer ce document. Certains arrivent à soutenir plusieurs années après la fin de leur étude et d'autres ne soutiennent jamais. Dans la chronique culture de ce soir, nous allons vous parler du koteba. Le koteba est une forme traditionnelle de théâtre qui a toujours existé en milieu bambara. Il est mis en scène par un groupe composé de chanteurs, de joueurs de tam-tam, de danseurs et de comédiens qui forment ce qu'on appelle koteton. Il s'agit d'une association communautaire qui, en plus de donner un éclat particulier aux fêtes traditionnelles, joue plusieurs autres rôles dans les villages. La chronique culture de ce soir s'intéresse donc à cette entité folklorique à travers le koteton de Dosorola, un village de la commune rurale de Massantola, cercle de Kolokani, une réalisation de Mariam Koulibaly. Littéralement traduit comme grand escargot, kote qui veut dire escargot en bambara et bas grand, le koteba apparaît dans le milieu bambara comme un instrument de transmission des traditions. Il regroupe sous forme d'association des jeunes et des vieux avec à sa tête l'élément régulateur qui est le kote kuntigi. Bon, koteba est mokokoroba ni dimsanu. Nga fagama. Parce que le koteba relève du koteton qui est une association communautaire regroupant à la fois les jeunes et les vieux. Les vieux sont généralement les joueurs de banc et les chanteurs. Les jeunes sont les danseurs. Le groupe composé de chanteurs, danseurs, joueurs de tam-tam et comédiens se manifeste lors des fêtes traditionnelles. Une fois sur scène, il exécute plusieurs pas de danse. Nous avons plusieurs pas de danse tels que le Tchakoroba Goriba Goriba, le Kamalemba à l'honneur des jeunes danseurs et le Moriba Yassa, une danse traditionnelle connue en milieu bambara. En dehors des activités festives, le koteton participe à plusieurs activités dans le village, notamment les travaux collectifs et assure en d'autres termes plusieurs actes solidaires. On ne peut évoquer toute l'importance que couvre le koteba. Au-delà de son caractère de divertissement, il permet de garantir la cohésion sociale, tout comme l'entraide. Nous faisons des chants collectifs et on participe à beaucoup d'autres choses dans le village. Tout comme les hommes, le koteton est aussi ouvert aux jeunes dames qui participent jusqu'à leur mariage.
C'est une entité qui permet non seulement de préserver les mœurs, mais aussi de prôner la paix, la solidarité et le vivre ensemble. Un mot de santé à présent. Si dans l'esprit collectif, l'espérance de vie des personnes souffrant des maladies rénales est minime, la tendance semble changer de nos jours au Mali, et c'est là grâce au développement de la médecine traditionnelle. C'est du moins le témoignage de certains malades qui avaient atteint le stade de dialyse. Toutefois, il faut reconnaître que le traitement demande de la patience, car s'inscrivant dans la durée. Aminata Zoumanasako. La maladie devient invalidante lorsqu'elle atteint le stade de dialyse. Il s'agit bien de l'insuffisance rénale. Elle tire généralement son origine dans une alimentation malsaine. Les calculs rénaux peuvent être causés par de l'eau impropre à la consommation. Quand ils coagulent, c'est à ce moment qu'ils obstruent les reins, empêchant la personne d'uriner. C'est pourquoi les docteurs leur conseillent généralement de boire assez d'eau pour les évacuer. Cependant, quand la coagulation atteint un certain niveau, l'eau montre ses limites. Toutefois, il existe des facteurs favorisants. Allusons, à titre d'exemple, au manque d'exercice physique et à d'autres pathologies comme l'hypertension et le diabète. Les personnes atteintes de maladies rénales ont toujours mal partout. Certains pensent qu'ils souffrent même du palu. D'autres prennent des médicaments contre l'hypertension. C'est après l'analyse que le diagnostic est posé. Si le stade de dialyse était synonyme de condamnation de la personne atteinte, aujourd'hui, grâce au développement de la médecine traditionnelle au Mali, la tendance semble être inversée. J'avais une hypertrophie de la prostate et des calculs au niveau du rein droit. J'ai pris ces médicaments. Les calculs sont descendus dans la vessie. C'était des boules, ça a même grossi. Après, j'étais parti faire l'intervention. Ils ont enlevé les boules. Je suis originaire de Kita. J'ai traité cette plaie pendant plus de 10 ans. Un jour, ils m'ont dit que la solution réside dans l'imputation. Le diabète avait commencé à infecter mes reins, entraînant une faiblesse sexuelle, mais aujourd'hui ça va, à la grâce de Dieu. Témoignage éloquent des avancées enregistrées en matière de recherche de médecine traditionnelle au Mali. Une note d'espoir donc pour la population. Sport football à présent, les Aigles du Mali sont bien arrivés ce vendredi à Brazzaville. Ce dimanche, ils ont rendez-vous avec les Diables Rouges du Congo, et c'est là au compte de la 5e et avant-dernière journée des éliminatoires de la CAN 2023. L'accueil était coloré de la part des supporters maliens. Nos envoyés spéciaux à Brazzaville sont Siragatou Sissé et Mbarakou Meiga. Il était 20h30 heure de Brazzaville, 19h30 heure de Bamako ce vendredi, lorsque les Aigles du Mali foulent le sol congolais à l'aéroport international Maya Maya. La colonie malienne, enthousiaste malgré les mesures de sécurité drastiques, est venue applaudir les Aigles et l'encadrement technique. Logés dans un hôtel 5 étoiles à 2 minutes de l'aéroport, les Aigles sont accueillis par l'ambassadeur du Mali au Congo, Agibou Diallo, et l'ensemble du personnel. Les hôtes de marque ont eu droit à une belle mélodie orchestrée par une chanteuse congolaise de la place. Le temps de récupérer du long voyage, l'on scrutera avec attention la conférence de presse d'avant-match et la reconnaissance du stade Alphonse Massamba Déba, théâtre du duel Congo-Mali de la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2023. C'est tout pour cette édition. Grand merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite de nos programmes.